moelle épinière de lapin auquel a été injecté le virus de la rage, et c'est à partir de ces moelles épinières que Pasteur préparait son vaccin contre la rage. Alors cela faisait à peu près 1 an que Pasteur expérimentait son vaccin contre la rage sur des chiens, lorsqu'il décide, le 6 juillet 1885, d'appliquer ce vaccin à la surveillance. Et vous voyez sur ce diapositive suivant, d'une part, une statue que vous verrez sans doute tout à l'heure dans le campus, elle n'est pas tout à fait au même endroit que sur cette photo, qui représente Jean-Baptiste Jupille mordu par un chien, et à côté, c'est le même Jean-Baptiste Jupille. Le retentissement de ces premières vaccinations fut extrêmement important, car la rage était une maladie qui effrayait considérablement les populations, elle était nettement plus fréquente qu'aujourd'hui, et à la suite de ces 2 vaccinations, les mordus, comme on les appelait, ont afflué au laboratoire de Pasteur, ce quel laboratoire n'était pas à l'Institut Pasteur, puisque l'Institut Pasteur n'existait pas encore, mais à l'École normale supérieure. En 1986, Pasteur s'exprime devant l'Académie des sciences à Paris et dit qu'il a traité 350 personnes avec son vaccin et qu'il y a eu un seul échec. Donc, à la suite de son exposé, il dit qu'il y a lieu de créer un établissement vaccinal contre la rage. Et l'Académie des sciences lance une grande souscription internationale en vue de la création. En 1987, François Jacob, un pasteurien qui a été lauréat du prix Nobel de médecine, commente ainsi la création des premiers instituts de recherche et de santé publique s'intéressant au problème de la biologie. Alors, maintenant, je vais, si vous voulez, dans une première partie, vous résumer très rapidement quelques grandes découvertes qui ont été faites à l'Institut Pasteur pendant un siècle. Et dans la deuxième partie, je vous donnerai se défendra contre d'autres agents pathogènes, et notamment contre celui de la tuberculose. Donc, on a souvent des cas de tuberculose qui sont consécutifs au sida, et puis dès lors que quelqu'un qui a le sida à la tuberculose, et qu'il transmette son bacille à la situation où il était avant la consommation des antibiotiques. Donc vous voyez que même si l'Institut Pasteur a joué un rôle avec le BCG, le problème n'est pas éliminé, et c'est pour ça qu'il s'est remis au travail et consacre de gros efforts à la tuberculose. Et puis dans les cellules de nos différents tissus. Ce n'est pas les mêmes gènes dans les cellules de la peau et dans les cellules du système nerveux, par exemple. Eh bien, ce sont des mécanismes du type de ceux qui ont été découverts par Jacob Monod qui permettent d'expliquer pourquoi, comment. Ce sont les gènes qui permettent la fabrication d'enzymes. Les enzymes permettent d'utiliser un sucre, par exemple le lactose. Eh bien, ces gènes, ils vont s'exprimer s'il n'y a rien de connu des enzymes qui permettent d'utiliser le lactose. Mais il y a aussi dans la bactérie un gène qu'on appelle R, un gène régulateur, qui va fabriquer quelque chose qu'on appelle un répresseur, et le répresseur, il va se coller sur l'opérateur et empêcher le fonctionnement des autres gènes. Alors pourtant, même si ça n'est qu'une maigre consommation, il faut reconnaître que grâce à l'Institut Pasteur, l'épidémie a pu être freinée, surtout dans les pays développés. Est-ce qu'il y aura dans le futur proche un vaccin pour l'hépatite C? Il n'y a pas pour l'instant de vaccin contre l'hépatite C. Je sais ça. Mais c'est très important parce que dans plusieurs pays, on sait que l'hépatite C, c'est dangereux. Hein. C'est effectivement une des maladies dites émergentes, extrêmement importantes. Il y a un pays particulièrement touché, c'est l'Égypte. Cette maladie a été diffusée dans un traitement contre la bilharziose, etc. Donc ça fait partie d'une maladie. Éclaircissement sur la transmission du virus du sida. Je crois en 2003, on avait écouté sur les ondes d'RFI qui les Français ont découvert que la salive, le virus ne pouvait pas être transmis par la salive. Mais tout récemment, nous avions visité un hôpital et ils nous ont dit qu'ils ont un dispositif pour détecter si quelqu'un est infecté par le sida. On plonge ça dans la bouche et on mélange ça avec la salive dans la bouche et la couleur prouve que vous avez le sida ou pas. Donc j'aimerais savoir si c'est vrai, si la salive, ça peut être transmis par la salive. Bon, alors, et dans la deuxième question,
dans votre exposé, bon, vous n'avez pas trop parlé du paludisme qui fait aussi ravage, surtout en Afrique. Voilà, pour ce qui est du sida, je confirme que la salive ne transmet pas le sida. La voie essentielle, c'est la voie sexuelle. Et sans ça, tout ce qui passe par le sang, donc, et puis la transfusion sanguine, s'il n'y a pas de contrôle du sang, ce qui est encore malheureusement le cas dans certains pays, la transmission vers l'enfant, et puis donc les drogues intraveineuses. Alors, je ne connais pas ce dont vous parlez pour la salive, mais le fait qu'on puisse détecter éventuellement le divers majeur qui fait progresser la lutte contre le paludisme, mais c'est un problème majeur, d'autant plus. Je m'appelle Castriot, je viens du Kosovo. Vous avez parlé de l'autisme, qui est généralement traité par des psychologues ou des psychanalystes, mais pourquoi pensez-vous qu'il pourrait y avoir aussi jouer un rôle les gènes dans l'apparition de l'autisme? Et ça, si vous voulez, ce sont les travaux d'une équipe qui fait relier le fait d'avoir l'autisme avec de telles mutations. Mais premièrement, ça ne concerne pas tous les cas d'autisme, et puis la plupart du temps, c'est certainement des prédispositions. Alors, je ne veux pas entrer plus dans les détails parce que ce n'est pas du tout ma spécialité dans la maladie. Et dire qu'on a plus de chances d'avoir la maladie, ça ne suffit pas pour problème. Il faut aussi être infecté, être en mauvaise santé, etc. La chimiothérapie et ensuite éventuellement suivi de radiothérapie ou bien d'abord la radiothérapie et ensuite la chimiothérapie. Bon, le point le plus négatif de la chimiothérapie, c'est bien sûr que ça attaque aussi les cellules saines. Oui, donc qui cause par exemple la perte des cheveux, le mal aux muscles, etc. Alors, est-ce que c'est vrai qu'actuellement, on est en train de rechercher une manière qui attaque seulement les cellules malades et pas les cellules saines? Je suis renseignée auprès d'un oncologue et je ne sais pas. Oui, alors écoutez, pas de prévenir l'ensemble des cancers, mais d'essayer de faire en sorte que notre système immunitaire s'attaque spécifiquement aux cellules cancéreuses venant d'une tumeur qu'on a déjà eue. C'est plutôt dans un deuxième temps, vous voyez, parce que quand même, comme je disais, très souvent. Bonjour, je viens de Turquie et c'est une petite question. Est-ce que c'est vrai que le sida est détruit en contact avec l'oxygène, je ne sais pas, l'oxygène, ce genre? Le virus du sida n'est pas résistant. Rappel historique, donc, je vais essayer de vous guider un petit peu par la pensée, puis vous allez reprendre les repères. Bienvenue à vous tous chez Monsieur Pasteur. Donc, on est là dans l'appartement qu'on vous a montré sur l'écran. Vous êtes dans la salle à manger de réception. Et dans cette salle à manger, eh bien, vous avez tout de suite sous les yeux des petits portraits faits par Pasteur quand il avait 15 ou 16 ans. Les 4 petits. Je ferme la porte. De Pasteur dans son laboratoire. Les autres ont été faits d'imagination et là, le peintre a fait poser Pasteur. On va passer dans le salon de réception. Dans un salon bourgeois du 19e siècle parisien qui est vraiment un modèle du genre, avec des tons sombres, du tissu partout, des meubles très compliqués que vous avez là, et surtout, ce salon, c'est un petit peu le musée de la gloire de Pasteur. Et les objets qui sont là sont des cadeaux faits à Pasteur pour le remercier de son œuvre. Alors, on vous a parlé tout à l'heure d'un vase en malachite verte, il est là, offert à Pasteur par un prince russe pour le remercier d'avoir sauvé des Russes de la rage au tout début de la vaccination anti-rabique. Et puis, dans cette vitrine, vous avez des compliments apportés à Pasteur le jour de ses 70 ans. Ça a été un anniversaire extraordinaire et
des délégations sont venues de toute l'Europe pour lui apporter des compliments et des cadeaux. Alors parmi des cadeaux, vous avez le vase dont on vous a parlé tout à l'heure qui est sur la cheminée, c'est la coupe brune, le vase Pasteur qui est donc d'Émile Gallet. Et puis Pasteur a eu 5 enfants et vous avez ici 2 d'entre eux, son fils qui était diplomate et sa fille Marie-Louise sur le mur là, qui avait épousé un écrivain, René Valéry Radaud, et elle a eu 2 enfants qui sont donc les petits-enfants de Pasteur, une fille que vous avez sur le chevalet ici, Camille, et que l'on retrouve avec son grand-père sur ce grand tableau offert par les brasseries Carlsberg, parce que ce sont les premières brasseries d'Europe qui ont fait de la bière selon les principes de Pasteur, pasteurisée, et pour remercier Pasteur, eh bien, ils ont commandé ce grand portrait à un peintre très connu, Bonnat. Et pour que ça fasse vraiment plaisir à Pasteur, on a mis sa petite fille sur le portrait. On va passer dans le bureau de Pasteur. À ce moment-là, l'Institut Pasteur ne comprenait que ce bâtiment et celui qui est derrière, où étaient les laboratoires. Vous avez là un portrait du gendre de Pasteur, qui donc a épousé sa fille Marie-Louise. Et ce monsieur étant écrivain, a été le premier à écrire une biographie de Pasteur. Et puis sur la cheminée, vous avez à la fois les enfants et les petits-enfants de Pasteur, mais ces petits-enfants n'ont pas eu d'enfants, donc il n'y a pas de descendance de Pasteur. Alors si vous voulez bien, on va s'arrêter devant la gravure qui est tout de suite à droite ici. Dans ce cabinet de travail ont lieu les premières vaccinations de Pasteur. Vous voyez ici Pasteur, qui n'étant pas médecin, n'a pas le droit de vacciner lui-même. C'est le docteur Granchet qui vaccine. Au milieu, ce sont les fameux Russes que Pasteur a sauvés de la rage. Et puis, regardez à l'extrême droite, vous avez des vitraux que nous allons retrouver dans le petit salon de cet appartement, parce que ces vitraux ont assisté aux premières vaccinations de Pasteur, alors il y tenait beaucoup, et il les a fait ramener ici quand il est venu habiter ici. On va monter... Ah, voilà. Et sa petite fille était morte avant. Pour passer les soirées avant d'aller se coucher, et vous voyez dans ce petit salon les fameux vitraux qu'on a vus sur la gravure tout à l'heure en bas. Alors, vous allez voir différentes choses dans cette pièce. Je vous signale surtout à gauche en entrant dans la... Ce sont des médailles, soit des médailles honorifiques données à Pasteur, soit des médailles... Oh, il est dur. On va rentrer. Alors, vous n'êtes pas ici, comme je vous l'ai entendu dire, dans un laboratoire. Vous êtes dans une pièce de l'appartement transformée en ou à ses collaborateurs et qui ont servi à ses recherches. Alors, nous n'avons pas le temps de détailler ces recherches. Je dois me contenter de vous les nommer. Pasteur a commencé chimie, mais il a le démon de la recherche et il s'intéresse à des problèmes qui se posent à son époque. Donc, premier travail sur la cristallographie, puis il va s'intéresser au tout à fait spécial à son époque, c'est-à-dire la génération spontanée. On avait vu depuis longtemps qu'il y avait des micro-organismes que vous voyez. Voilà, alors c'est la ligne dont on vous a parlé tout à l'heure, avec le tombeau de Pasteur au centre, le tombeau de Madame Pasteur au pied de l'autel, et vous voyez que ces mosaïques ont servi à illustrer l'œuvre de Pasteur. Ce tombeau a été construit à partir de sa mort et la construction a duré 1 an et 3 mois. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a mis au point ces superbes mosaïques
eh bien, c'est un des seuls endroits au monde où on élève la science au rang des vertus. Vous avez les vertus chrétiennes et on a mis la science en 4e avec ces 3 vertus. La voûte qui est la plus près du cœur nous parle avec le Saint-Esprit au centre, entre l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, qui signifie le début et la fin de toute chose, la vie et la mort. Donc vous voyez que c'est un très bel ensemble de mosaïques qui se trouve au-dessus du tombeau de Pasteur. Ici Lorraine Clément pour MHL TV. Alors nous sortons donc de l'Institut Pasteur, nous venons de voir la tombe de cette chère admirable personnage. Voilà, nous avons faim, nous partons. Filmez-moi, non. À chaque fois tu Vas-y, mange Sandra. Ah je t'ai bien positionné. Vas-y là, c'est parfait. Tu manges de Sandra. Saint-Germain-des-Prés, c'est près de Notre-Dame. Tu sais, là où on est sorti en RER pour aller à l'Open Tour, là. Ouais. Et ben là, t'avais le quartier. Saint-Michel, là. Ouais, exactement. C'est derrière. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Salut. La Tour Eiffel pour vous? Ouais. Oui. Ah, mais c'est Champs-Élysées ou Tour Eiffel? Oui, la Champs-Élysées. Le Champs-Élysées, c'est le 14 juillet, je pense. Ouais, mais ce sera pas la même vue parce que 14 juillet, il va y avoir plein de monde, donc tu ne vas rien voir. Là, c'est Champs-Élysées la nuit. On va acheter quelque chose à Champs-Élysées. C'est les soldes en plus. Oh, mais c'est difficile à choisir. Mais non, bon, pas des vêtements, je vais acheter le vêtement à la journée libre. Ouais, la journée libre. Là, on vous dira où est-ce que vous pouvez aller. Il y a plein d'endroits super. Mais c'est pas cher. Pas cher, alors il faut aller. Ouais. C'est toi qui voulais aller au plus de Clignancourt? Ouais, au plus. Pour vêtements qui sont un peu underground. C'est pas pour moi, c'est pour Attends, je te ferai signe. Oui, en fait, du français, je l'ai appris pour faire ce que je fais aujourd'hui, enseigner aussi à mes compatriotes. En fait, je suis de la Guinée équatoriale, je m'appelle Ivan Alberto Abike. Je suis professeur de français en langue étrangère dans mon pays et je suis accompagnateur de la délégation Allons en France en ce moment. Je crois que c'est comme ça, depuis 3 jours, nous sommes là et nous voyons vraiment des merveilles. Merci.